Bon, pour commencer, je vais excuser le président Madol qui ne peut pas être là ce matin, il était retenu par d'autres engagements, mais c'est avec plaisir que je le représente aujourd'hui et que je vous accueille ici. Alors, je vais être assez rapide, je pense que certains d'entre vous connaissent déjà la Chambre de commerce. Pour certains, on vous a accompagné peut-être dans vos projets de création d'entreprise et d'activité. Pour d'autres, la formalité obligatoire au démarrage d'activité est passée par nos services. Et puis, tout au long de la vie d'entreprise, évidemment, on vous accompagne sur des différentes problématiques que vous pouvez avoir, le développement durable, le numérique, la stratégie commerciale, les difficultés aussi, parce que ça fait partie aussi d'une vie d'entreprise. Et aujourd'hui, on va parler plus spécifiquement, évidemment, des ressources humaines. Donc, c'est un point qui est assez brûlant dans l'activité des entreprises. D'abord par les tensions de recrutement qu'un certain nombre d'entre vous connaissent et qui sont encore plus prégnantes selon les activités. Et c'est aussi pour ça que la CCI et l'APEC, qui est représentée par Madame Catala aujourd'hui, ont souhaité s'unir et vous proposer un programme d'ateliers tout au long de l'année et vous accompagner, vous offrir des clés. Alors, on ne résoudra pas tous les problèmes, mais au moins vous offrir des clés pour améliorer les recrutements, fidéliser aussi vos collaborateurs et puis structurer au mieux les ressources humaines de vos entreprises. Donc, Madame Catala, qui est consultante relations entreprises à l'APEC, mais qui se présentera tout à l'heure, vous présentera aujourd'hui les leviers d'attractivité pour réussir vos recrutements. Et puis, nous avons aussi un programme d'action et de rendez-vous. Donc, le 2 juin 2023 avec la marque employeur, le 6 octobre prochain sur l'entretien de recrutement et puis début décembre sur l'intégration des nouvelles recrues. Donc, je ne tarde pas trop, je vous laisse rentrer dans le vif du sujet. Moi, je dois m'absenter puisque je suis appelée sur une autre réunion, mais je vous souhaite à tous une bonne réunion et de bons travaux. Merci beaucoup. Merci, Madame Borderie. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à ceux qui sont à distance, parce qu'ils sont quand même plus nombreux que ceux et celles qui sont en présentiel. Donc, ravie de vous retrouver pour cette matinale RH. Donc moi, je suis Nathalie Catala, je suis consultante relations entreprises sur plusieurs départements, en fait, sur l'Aude, les Pyrénées-Orientales et l'Ouest Hérault. Je dépends de l'APEC Occitanie et plus précisément du centre de Montpellier. Donc, je suis, oui, ravie de démarrer cette matinale avec vous et puis d'enchaîner après sur des ateliers qui vont être, je l'espère, constructifs. L'idée, c'est de vous apporter des outils, de vous apporter des pistes de solutions. Ce n'est pas une formation hein, que je délivre, c'est vraiment c'est de la sensibilisation, c'est pour vous amener à réfléchir sur vos process, pour revoir vos façons de travailler. On est dans une société qui est en pleine mutation. Et les RH ne sont évidemment pas exclus de cette mutation, bien au contraire, on a une transformation à effectuer sur beaucoup de choses. On en a parlé, la marque employeur est un des sujets qui va vous permettre de rendre vos entreprises attractives, mais on va en parler pendant les 2 heures que nous avons à passer ensemble. Je vais vous partager un document, ce document, vous l'aurez. Je l'adresserai à Camille Ortega qui vous le diffusera ensuite. Donc, je vous propose de démarrer tout de suite avec ce document support qui est là. Je vais quand même me mettre aussi sur l'ordinateur. Alors, vous demandez tous, voilà, vous voulez recruter, mais où sont les candidats? C'est vrai qu'on est dans un climat aujourd'hui qui n'est pas favorable aux entreprises. On va dire que le marché de l'emploi s'est inversé au profit des candidats. Ils font vraiment du choix aujourd'hui pour aller choisir l'entreprise dans laquelle ils ont envie de travailler. Je pose juste une petite question technique. On me voit ou pas? Oui, je suis sur l'axe. Oui, c'est bon, c'est parfait. Alors, je voulais vous proposer déjà de partager ensemble quelques constats hein, sur ce qui se passe aujourd'hui sur le marché de l'emploi. Alors, plus précisément, marché de l'emploi cadre, j'ai ma casquette APEC, bien évidemment, mais on va regarder un petit peu du côté des entreprises. On sait, l'APEC réalise pas mal d'études hein, régulièrement et interroge les entreprises, les candidats également,
pour voir un petit peu les difficultés rencontrées sur ce marché de l'emploi. Et vous le voyez, 82% des entreprises ont jugé difficile leur recrutement de cadres au cours du deuxième et du troisième trimestre 2022 également. Elles anticipent des recrutements difficiles. Elles ont anticipé des recrutements difficiles fin 2022, mais également sur 2023. On va bien se le dire, les tensions n'ont pas diminué depuis le début de l'année. Bien au contraire, on était pourtant dans une incertitude en se disant, dans un climat d'inflation, avec la guerre en Ukraine, l'augmentation des matières premières, on était en droit de se dire qu'est-ce qui va se passer sur le marché de l'emploi. Ça peut inverser les tendances, mais pas du tout. Les entreprises recrutent et recrutent beaucoup et on a des grosses difficultés pour répondre aux besoins des entreprises. 51% des chefs d'entreprise de TPE-PME déclarent que ces difficultés affectent leur activité. Oui, vous le savez sans doute, hein, certains me disent je ne peux pas me développer, je ne peux pas répondre aux demandes de certains clients, je refuse des clients parce que je n'ai pas les ressources humaines suffisantes pour développer mon activité. Voilà, un constat que vous partagez sans doute. On a, de l'autre côté, on a parlé des entreprises, mais maintenant, effet miroir, on a aussi de nouvelles attentes de la part des collaborateurs et des candidats, de vos futurs talents, des attentes, des exigences, on va dire, vis-à-vis du travail. Une enquête a été faite auprès des Français qui disent qu'est-ce que c'est que le travail? 58% répondent que ça sert simplement à subvenir à leurs besoins. Voilà, donc ce chiffre-là, et puis 51% qui disent c'est faire ce que l'on aime faire, quand même. C'est intéressant et c'est rassurant comme chiffre. Il y a quand même cette envie de s'épanouir dans le travail. 71% des Français considèrent que leur travail correspond à leurs attentes, mais 30% souhaitent changer de métier. 30% des actifs. Et là, je fais une petite parenthèse sur notre métier à nous, à l'APEC. Le chômage des cadres, il est même pas à 4%, très très faible. Aujourd'hui, les cadres que nous rencontrons à l'APEC, ce sont des cadres en activité qui veulent bouger, qui veulent se reconvertir, qui veulent aller sur d'autres choses, qui veulent changer de voie. On a très très peu finalement de demandeurs d'emploi, si ce n'est les seniors, qui restent une population réellement à risque et un vrai sujet d'actualité. On en parle aujourd'hui avec l'allongement de la durée du travail. C'est bien, mais il va falloir s'interroger dans les entreprises. Qu'est-ce qu'on fait des seniors? Quelle est leur place dans l'entreprise? Comment fait-on ce pas de côté pour se dire oui, je vais aller recruter un senior avec tous les clichés qu'on peut avoir et qui perdurent encore sur oui, mais un senior au niveau digital, c'est pas agile, un senior, ça peut coûter cher, etc. Donc voilà, brisons les clichés. C'est une des solutions pour vous pour pouvoir recruter. Donc 30% des actifs qui souhaitent changer de métier, 30% qui souhaitent changer de secteur d'activité. Et là, ça interroge aussi. Pourquoi? Parce qu'on se rend bien compte que, en tant que chef d'entreprise, RH, on a plutôt tendance à recruter des personnes de son secteur d'activité. On a du mal à imaginer le transfert de compétences sur d'autres secteurs. Donc là aussi, je dirais, il va falloir ouvrir le champ des possibles. Et puis, on a quand même 31% des actifs qui souhaitent carrément changer d'employeur, changer d'entreprise. Pour continuer sur les envies des collaborateurs et des candidats, c'est très clair. Avec la crise Covid, ça a redistribué vraiment les cartes. Ça a changé, vous le savez, le sens même du travail, comment on place le travail dans sa vie. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, oui, les candidats, les collaborateurs veulent donner du sens à ce qu'ils font. Cette notion de sens n'a jamais été aussi prégnante, aussi importante. Alors, donner du sens pour ne pas perdre sa vie, à la gagner quelque part. Et beaucoup ont envie donc de changer d'horizon, de se renouveler. On a reconsidéré les priorités dans la vie. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est le plus important? Et si je travaille, j'ai envie de faire quoi pour que ça ait du sens dans ma vie?
La plupart ont envie de fuir un environnement trop stressant. On est dans un monde, on le sait, d'accélération digitale. La crise Covid, ne l'oublions pas, a accéléré la digitalisation de beaucoup de TPE, notamment. Cette digitalisation a entraîné une accélération dans nos modes de communication. Maintenant, on est sur Teams, on a nos mails, on a nos téléphones portables avec WhatsApp et autres. On a les réseaux sociaux, donc il faut être un peu partout pour répondre à toutes les demandes, toutes les injonctions. Donc, un travail stressant que les collaborateurs, j'allais dire, refusent de plus en plus. On a aujourd'hui des cadres, voire des cadres supérieurs qui démissionnent. Vous avez entendu parler de la grande démission, qui est certes pas un mouvement aussi fort que l'ont vécu les Américains, mais quand même, on a dans certains secteurs d'activité, je pense à la banque notamment, des cadres supérieurs qui partent, qui démissionnent, qui n'ont rien derrière et qui disent « je ne veux plus vivre cette vie-là » et qui partent vers d'autres horizons. En tout cas, une revendication qui est d'avoir plus d'équilibre vie perso, vie professionnelle. On ne veut plus faire 10 heures, 11 heures, 12 heures de travail par jour. C'est plus possible. On voit certains secteurs d'activité qui n'arrivent pas à recruter, les métiers de la santé, les métiers de l'hôtellerie et de la restauration, parce que oui, les gens n'ont plus envie, ont envie de passer des week-ends en famille avec les amis, etc. Il y a une revendication au niveau de la flexibilité, justement, du temps de travail, la souplesse d'organisation, le télétravail qui s'est installé durablement maintenant dans les entreprises, puisqu'on est en train de passer des chartes de télétravail, des conventions, etc., au sein des entreprises. Il y a un besoin de bien-être. Vous êtes tous en train de travailler aujourd'hui sur la QVT, la QVCT, donc besoin de bien-être, de qualité de vie au travail. L'entreprise est devenue un lieu où on ne fait pas que travailler non-stop. On est là aussi pour échanger, on est là pour apprendre. On va aussi vers une entreprise qui devient une entreprise apprenante, un lieu où on se forme, où on apprend des choses, où on partage. Voilà, donc on est à un virage, j'ai envie de dire, sur ce monde du travail où il va falloir faire coïncider les besoins des entreprises avec les besoins des collaborateurs. Donc c'est une remise en question, j'allais dire, de nous tous, en tant que salariés, en tant que chef d'entreprise, en tant que RH, en tant que manager, parce que ça remet en cause aussi les façons de travailler, le leadership, où se trouve le leadership dans les entreprises et comment on exerce ces fonctions managériales. C'est une vraie question aussi aujourd'hui. On le voit notamment dans la jeune génération, la génération Z qui est là, qui est sur le marché du travail et qui revendique un management beaucoup plus horizontal, un management avec beaucoup de feedback, un management qui accompagne dans l'évolution professionnelle, qui est facilitateur par rapport à l'équipe. Donc, beaucoup d'éléments. On va passer maintenant un petit zoom. Alors, je suis désolée parce que l'éclairage l'a fait qu'on ne voit pas tellement. Alors, je pense que pour ceux qui sont en visio, c'est clair. Pour ceux qui sont en présentiel, c'est un petit peu plus compliqué. Mais bon, on va passer très, très vite. C'est simplement pour vous dire que voilà, l'Occitanie figure au 4e rang des régions les plus créatrices de richesse, avec un tissu économique diversifié qui s'articule autour de, évidemment, l'aéronautique, le spatial, la santé, l'ingénierie, la R&D. Mais attention, l'Occitanie a quand même une particularité, c'est que les activités sont polarisées dans 2 grandes métropoles, la métropole, on va dire, toulousaine et la métropole montpelliéraine. Et que sur le reste du territoire, ça devient déjà beaucoup plus compliqué, on va dire. Non pas que le tissu économique ne soit pas là, mais que c'est plus compliqué pour attirer des talents sur certains territoires. Donc, on le voit, 66% des effectifs cadres sont polarisés dans ces métropoles montpelliéraines et toulousaines. J'ai peut-être oublié de dire quand même en amont, pour ceux et celles qui sont à distance, de communiquer dans le chat. Poser leurs questions dans le chat. Voilà, Camille nous fait le relais et nous communiquera éventuellement vos questions, vos remarques. Enfin, n'hésitez pas, et puis ceux et celles qui sont présents aujourd'hui à intervenir à tout moment. J'en profite pour faire rentrer quelqu'un dans la salle qui a l'air d'être bloqué. Voilà.
Je voulais vous donner quelques chiffres quand même sur la région et puis sur l'Aude, et il y aura une slide aussi sur Narbonne, carrément. Aujourd'hui, on a certains métiers qui sont évidemment plus recherchés que d'autres. Hein. Alors, j'ai fait une extraction hein, par rapport à ce que notre plateforme apec.fr traite comme offre d'emploi cadre. Et donc, j'ai fait une extraction de ces chiffres pour voir un petit peu ce qui se passait en Occitanie et puis sur votre bassin d'emploi. Ce qui est intéressant déjà de voir, c'est qu'il y a une nette augmentation des offres en Occitanie. Hein. C'est-à-dire que l'année dernière, à peu près à la même époque, quand je regardais les chiffres sur un an, hein, c'est sur 12 mois, sur les publications d'offres cadres en Occitanie, on était à 42 230. Là, on est à 47 345 sur les 12 derniers mois. Donc, il y a une nette augmentation avec un petit zoom sur les offres ouvertes aux jeunes diplômés, avec 14 453 offres ouvertes aux jeunes diplômés. Alors, vous l'avez là, mais je vais me rapprocher parce que la slide est c'est un peu petit. Ce qu'on recherche le plus en Occitanie, ce sont avant tout des développeurs. Alors, vous avez en jaune ou en vert, selon l'écran que vous avez sous les yeux, la France entière, et la barre violette, c'est l'Occitanie. Donc, avant tout, en Occitanie, on cherche des développeurs. On est sur un tissu économique, notamment à Montpellier, Toulouse, avec beaucoup de grosses entreprises, hein, de grands groupes qui travaillent sur les nouvelles technologies, sur l'informatique. Et puis un réseau de PME, de TPE aussi sur ce secteur. Donc le digital, le numérique, l'IT, c'est vraiment très, très prégnant sur l'Occitanie. Derrière, on a quel métier? Les métiers de la comptabilité. Et là, vous le savez sans doute, vous avez dû en rechercher, les métiers de la comptabilité, ça devient difficile à trouver. Ce sont des métiers qui sont plein bouleversements aussi, qui sont en train d'évoluer. Donc, on en recherche plus en Occitanie que dans toute la France. On a ensuite les chargés d'affaires. Donc, on est plus sur des profils commerciaux. Des ingénieurs en études et développement informatique. Donc là, on en recherche aussi plus en Occitanie qu'en France. Donc, on est toujours sur les métiers d'informatique. En 5e position, on a également les chefs de projet informatique, à nouveau. On est ensuite sur des experts comptables, des chefs de projet en organisation. Et on arrive ensuite aux conducteurs de travaux, les commerciaux, l'ingénierie R&D. Voilà, pour vous donner un petit aperçu des métiers cadres qui sont le plus recherchés en Occitanie. Alors, si on fait un petit zoom sur l'Aude, alors déjà vous dire que dans l'Aude, on a un effectif salarié du privé de 63 612 salariés, donc sur l'Aude. Vous avez au niveau du département des salariés qui se concentrent essentiellement sur du commerce, ensuite sur l'administration publique, les activités scientifiques, la construction, l'hébergement et restauration et les transports. Donc là, ce sont des chiffres qui sont, vous avez la source des données, hein, il y a un croisement de données avec l'INSEE, etc., sur le tissu, j'allais dire économique, enfin du salariat sur l'Aude. Je poursuis sur le zoom, cette fois au niveau des cadres dans votre département. On a 7306 cadres, ce qui représente 7,9% des salariés du privé, avec une répartition par secteur d'activité qu'on va appeler autres services, qui regroupe des services bancaires, des services financiers, administratifs, etc. On a le commerce qui arrive en 2e position, la construction, l'industrie et les services à forte valeur ajoutée, où on va retrouver tout ce qui est justement l'IT et l'informatique. Vous aurez tout loisir de regarder ces chiffres lorsque vous aurez le support, hein, de les détailler. Donc, désolée parce que ce n'est pas très lisible, mais bon, les principaux secteurs qui recrutent sur l'Aude, si j'arrive à les lire, parce que même pour moi, ce n'est pas très visible,
Nous avons. Est-ce que Camille, c'est plus lisible chez vous? Non, pas non plus. Alors, on doit avoir les activités pour la santé humaine. Ça y est, je l'ai retrouvé. C'est les activités pour la santé humaine qui le remportent en premier. C'est le premier secteur qui recrute dans votre département, la santé. Ensuite, on a les activités des services financiers qui recrutent en deuxième position. Ensuite, on a le commerce de gros. On a ensuite également du commerce de détail qui arrive en quatrième position. Tout ce qui est activité d'ingénierie également. Et puis, je vous laisserai regarder la fin de la liste. Est-ce qu'il y a des commentaires pour le moment? Parce que ça peut, non, ça conforte ce que vous savez déjà. Alors, sur les métiers les plus recherchés dans les offres cadres sur l'Aude, donc on a sur l'Aude 1331 offres cadres qui ont été publiées ces 12 derniers mois, 504 qui ont été ouvertes aux jeunes diplômés. Et on a, alors on va encore essayer de faire un exercice de lecture, je suis désolée parce que c'était beaucoup sur un autre format. Dans l'Aude, on a plutôt donc la gestion, finance, administration, on a du Je ne sais pas si je suis la seule, mais moi, je n'ai plus de son. Non, c'est pareil pour moi, ça a bloqué. Allô, allô. Oui. Excusez-nous, on n'a plus de son. Allô, allô. Ah, ça y est, je pense que ça a l'air bon, non? Est-ce que vous m'entendez? Ah, là, ça va. Ça marche? Oui, Super. ça marche. Bon, les aléas du direct, mais ça y est, ça fonctionne. Alors, on va oublier, on va passer les chiffres pour rentrer dans les difficultés de recrutement que vous pouvez rencontrer, que les entreprises en général rencontrent. Comme on explique ces difficultés de recrutement, on a des difficultés de différentes natures. La première, il n'y a pas un ordre hiérarchique, hein, mais l'une d'entre elles, ce sont les difficultés structurelles pour certains métiers. Je pense typiquement au métier de la santé. Ce n'est pas récent qu'il y a un problème de recrutement dans les métiers de la santé, c'est vraiment structurel. Les difficultés rencontrées dans les métiers de l'informatique, c'est structurel. On n'a pas formé assez de développeurs. Il en manque, je crois, 80 000 en France. C'est énorme. Donc voilà, on a certains métiers où il y a ces difficultés. On a la localisation géographique qui représente une véritable difficulté. Je ne vous cache pas que moi, quand je suis à Montpellier, que je discute avec mes collègues qui, eux, accueillent des cadres, accompagnent des cadres, et que je leur dis, j'ai des super postes à Narbonne, à Carcassonne. Ils disent non, pas envie de bouger. Je reste à Montpellier. Et même quand je vais sur d'autres secteurs, idem pour Perpignan, hein, idem pour même Béziers. Montpellier-Béziers, ce n'est pas non plus… voilà. Eh bien non, ils ne veulent pas. Donc, on a un vrai problème au niveau de l'attractivité des territoires. C'est une difficulté dont on doit tenir compte. On en reparlera à la fin de la matinale.
Le manque d'attractivité de certains secteurs, bah oui, on va se le dire, je pense notamment à l'industrie, qui a beaucoup de mal à attirer des talents et beaucoup de jeunes talents, typiquement l'industrie agroalimentaire, qui rencontre de grosses difficultés. La taille des entreprises, alors la taille des entreprises, bon, je relativise. Aujourd'hui, on a une population qui va dire, moi, je n'ai pas du tout envie d'aller travailler dans les grandes entreprises. Mais on en a aussi qui vont dire, je n'ai pas envie d'aller dans des trop petites entreprises. Je dirais qu'il y a des cycles en fonction de ce qu'on a vécu, en fonction de j'ai 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans d'expérience, on n'a pas les mêmes envies non plus. Mais parfois, la taille de l'entreprise peut représenter une difficulté pour recruter. Moi, je pense surtout aux TPE, les moins de 5 salariés, où ça peut être compliqué. Et puis enfin, on l'a dit, les nouvelles exigences des candidats, où là, ce n'est pas facile, parfois de s'aligner au niveau de la rémunération. On peut être en concurrence avec d'autres entreprises, notamment de taille plus importante, qui vont proposer une rémunération plus élevée. Et là, on se dit comment je fais pour m'aligner. Des exigences, donc on l'a dit en termes de télétravail. Je sais que parmi vous, certains ne veulent pas mettre en place du télétravail, mais j'ai envie de dire que là, on est dans une société qui ne va certainement pas faire machine arrière. Donc, ça va être compliqué pour vous si vous n'acceptez pas le télétravail. Et puis, on a parlé de toutes ces exigences en termes de sens au travail, la flexibilité au niveau des horaires, du management plus participatif, plus collaboratif, etc. Donc, voilà les principales difficultés de recrutement qui sont rencontrées. Alors, vous dire qu'est-ce que recherchent les candidats aujourd'hui? On va dire que la rémunération, c'est le premier critère de recherche d'emploi. Il y a 1 an de ça, je vous aurais dit, ce n'est pas la rémunération. Ce n'était pas le cas. Mais la crise est passée par là avec l'inflation et aujourd'hui, quels que soient les postes, c'est la rémunération qui est recherchée. Donc, pour ceux et celles qui recrutent des cadres, comme je vous l'ai dit, la plupart des cadres sont en poste. Ça veut dire que vous allez quelque part les débaucher, entre guillemets. S'ils n'ont pas une offre plus intéressante que là où ils sont, ils ne partiront pas. Il faut bien le considérer. Alors, quand on parle de rémunération, ayez en tête, il y a évidemment le salaire annuel brut qui est important, mais il y a tout ce que vous allez pouvoir mettre autour, ce qu'on appelle le package salarial. Donc, si vous arrivez à équilibrer, moi j'ai des entreprises qui me disent oui, mais je suis un petit peu bas sur le salaire par rapport au marché actuel, mais par contre j'ai des avantages. Eh bien, on va essayer de faire ce package salarial avec peut-être les primes, les commissions, tout ce qui peut arriver en plus. Ça peut être tout ce que vous mettez à disposition de vos salariés, je sais pas, une voiture de fonction, une voiture de service, un ordinateur portable, le téléphone, les tickets restaurants, les chèques vacances, un plan d'épargne entreprise, un plan d'épargne retraite, une mutuelle particulièrement intéressante, c'est-à-dire qui prennent au-delà des 50% réglementaires, etc., etc. Ayez cette réflexion sur, OK, on peut peut-être faire un véritable package salarial. Et puis après, ce qui peut aussi aider, c'est si vous avez d'autres avantages, je ne sais pas, du type une crèche intégrée ou collective qui se partage avec d'autres entreprises. Il peut y avoir d'autres. Réfléchissez à tous vos atouts qui peuvent être aussi mis dans la balance. Donc, la rémunération arrive évidemment en premier. On l'a dit, l'intérêt des missions. Voilà. Donc, ça veut dire que quand vous communiquez sur vos recrutements, vous avez intérêt vraiment à mettre en exergue l'intérêt des missions sur le poste proposé. La localisation de l'entreprise est devenue le 3e critère de choix quand on est en recherche d'emploi. On n'a plus d'image. Alors, je ne sais pas quoi vous dire, ça ne vient pas de chez nous. J'ai là-bas. J'ai l'image. Vous entendez par contre? Oui. Ok, mais vous ne nous voyez plus. Je vois côté candidat. Si je vois. Et le PowerPoint ne s'affiche plus. Vous voyez le PowerPoint ou pas? Oui. Vous m'entendez là?
Oui, 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 oui. Oui. Je vous entends. Vous voyez le PowerPoint. Donc, Je vois c'est ce que vous ne candidat, voyez plus la salle? la rémunération est le premier critère de recherche d'emploi. C'est ça? Oui, c'est ça. Donc, je le vois, moi. Et ensuite, vous avez la part des cadres qui considéreraient ce critère comme essentiel s'ils devaient chercher un emploi. Donc, en premier, on a la rémunération. En deux, l'intérêt des missions. En trois, la localisation de l'entreprise. Et pourquoi, je reviens sur la localisation de l'entreprise, pourquoi c'est important? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, avec le prix du carburant, eh bien, on est beaucoup moins prêt à aller se déplacer à l'autre bout du département pour aller travailler, tout simplement. Et puis, ça fait partie aussi de la qualité de vie au travail. Donc, localisation importante, c'est pour ça que la notion de télétravail est aussi importante. Parce qu'on peut être prêt à se dire, j'habite un peu loin, mais je viens 2 jours par semaine ou 3 jours par semaine à Narbonne, mais je suis 2 jours en télétravail, 2 ou 3 jours en télétravail, par exemple. Les conditions de travail rentrent aussi en ligne de compte, c'est important. Les candidats interrogent aujourd'hui les recruteurs sur leurs conditions de travail. On retrouve un critère qu'on n'avait pas encore une fois, il y a quelque temps, la solidité économique de l'entreprise. Les candidats sont quand même frileux, enfin, surtout chez les cadres, parce que aujourd'hui, en effet, avec cette crise avec l'Ukraine, avec l'inflation, on va se renseigner maintenant sur la solidité économique de l'entreprise avant de postuler. On voit aussi qu'apparaissent comme critères l'utilité des missions pour l'entreprise ou la société, également les possibilités d'évolution professionnelle. Et alors là, typiquement sur la jeune génération, la génération Z, l'évolution professionnelle, c'est un véritable critère de choix. Ils s'interrogent de suite sur est-ce que je vais pouvoir apprendre dans l'entreprise dans laquelle je vais rentrer? Est-ce qu'il y a une évolution professionnelle possible au sein de cette entreprise? Voilà, ils ont besoin d'avoir une vision sur les années à venir. Et enfin, l'impact social ou environnemental de l'activité de l'entreprise. Il n'est pas rare maintenant d'avoir des jeunes diplômés qui arrivent en demandant aux recruteurs qu'est-ce que vous faites pour la planète, pour la protection de la biodiversité, etc. Et ne vous inquiétez pas ils sont assez friands d'informations et vont aller vérifier si vous ne faites pas du greenwashing. Ils sont très, très vigilants là-dessus. Voilà pour le côté candidat. Est-ce que les problèmes d'image sont bien? Apparemment, c'est résolu. C'est résolu? Très bien. Alors, on est ce matin ici pour se dire qu'est-ce qu'on fait pour rentrer en contact avec davantage de candidats, pour rendre son entreprise plus attractive, et puis peut-être pour avoir un nouveau regard sur les candidats, se remettre un petit peu en question et voir ce qu'on peut faire. Donc, on va rentrer dans cette partie-là et se dire comment on fait pour rentrer en contact avec davantage de candidats. Alors, moi, j'ai envie quand même de vous interroger, aussi bien Camille va nous donner les réponses, vous qui êtes derrière vos écrans et puis vous qui êtes ici. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites pour rentrer en contact avec des candidats? Qu'est-ce que vous utilisez comme outil, comme moyen de communication ou autre? Quelqu'un veut prendre la parole? APEC, des réseaux comme Indeed ou LinkedIn. D'accord. Donc, et du contact direct avec, quand on isole les organismes de formation, les universités, les écoles qui offrent les formations qui correspondent aux postes recherchés. Les écoles aussi. Donc, APEC, LinkedIn, donc les réseaux sociaux, Indeed, un autre job board, et puis tout ce qui est contact avec les écoles ou universités. Et les candidatures spontanées aussi. Enfin, la boîte pèse 1800 personnes à peu près. C'est-à-dire que tous les mois, on reçoit alors des centaines de candidatures spontanées. Et il y a des personnels au RH qui sont censés gérer ça. Qui les trient, qui les archivent. Et quand on cherche quelqu'un, quel que soit le poste, il y a aussi cette source-là.
on peut isoler assez facilement les candidatures spontanées qu'on a reçues, évidemment, dans les 2 mois qui précèdent, quoi. D'accord. Donc, intéressant, ce que je note, la candidature spontanée, donc ça doit faire rêver certains qui ont des plus petites entreprises où c'est peut-être plus difficile, mais ça reste un très, très bon moyen pour recruter, surtout si on a derrière la possibilité d'animer, je dirais, d'animer, je dirais, une communauté de candidats qui sont potentiellement des talents pour l'entreprise. Et ces candidatures spontanées, il faudrait ne pas les laisser dans un tiroir, mais pouvoir les contacter via LinkedIn, notamment quand ce sont sur des postes de cadre. On retrouve pratiquement tous les cadres hein, sur LinkedIn. Pouvoir les contacter pour qu'ils suivent votre page entreprise et pouvoir animer cette communauté en leur donnant du contenu qui peut les intéresser et qui va permettre à un moment ou à un autre pour eux de se dire, tiens, là, maintenant, c'est le moment, je vais relancer ou ce poste m'intéresse, etc. Pour ne pas les perdre quelque part, aujourd'hui, j'allais dire, il faut faire feu de tout bois et ne pas avoir de déperdition sur des talents qui, à un instant T, ne sont pas prêts à candidater ou qui l'ont déjà fait et puis vous n'étiez pas prêt à les recruter, mais il ne faut pas les perdre. Voilà. Donc, en tout cas, intéressant ce que vous nous dites parce qu'on voit bien que vous utilisez plusieurs canaux pour pouvoir recruter, que sont les réseaux sociaux, les job boards, donc ça veut dire que vous rédigez une offre d'emploi. Donc, l'offre d'emploi, je peux vous dire, c'est quand même le premier canal, le premier moyen pour recruter aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ça marche à tous les coups, mais bon, on va dire que 85% des entreprises en France utilisent l'offre d'emploi, diffusent une offre d'emploi sur un job board pour essayer de recruter. Pour autant, beaucoup d'entreprises arrivent à recruter par d'autres moyens. Et un des moyens de recrutement, surtout dans nos régions, dans nos départements, eh bien, ce sont les réseaux du chef d'entreprise, les réseaux du recruteur, les réseaux du manager, etc. Moi, il m'arrive hein, d'avoir des entreprises qui me disent bah, finalement, on a le directeur marketing qui connaissait un tel. Donc, la notion de réseau est très, très importante sur nos bassins d'emploi. Il faut alimenter ces réseaux, il faut y être présent, y être actif pour pouvoir rentrer en contact avec des candidats. Le réseau, enfin, non, en particulier sur les écoles. Moi, je suis dans le réseau HEC. Dans le HEC, c'est très dynamique, quoi. Je veux dire, c'est énormément, effectivement, en utilisant le réseau. Mais ça peut avoir un aspect pervers, quand même, c'est que, en particulier sur des villes comme Narbonne, effectivement, il y a des réseaux. Je vois qu'assez souvent, on essaye de me pousser le fils de, machin, parce que, quoi. Et là il n'y a aucune démarche construite, quoi. C'est le réseau, quoi. Voilà. Il faut faire attention. C'est difficile de bétonner, quoi. Hein. Oui. Le réseau, c'est bien, mais il faut après avoir un process de recrutement qui soit le même pour tout le monde. Donc, aujourd'hui, en 2022, il y a un canal qui a été utilisé par les entreprises et qui est en plein développement, c'est la cooptation. Je ne sais pas si vous l'utilisez dans votre entreprise, mais de dire à ses collaborateurs, à l'ensemble des salariés, voilà, on met en place une politique, une stratégie de cooptation. Donc, si vous vous nous proposez un profil, un candidat pour tel poste, eh bien, vous aurez une prime, tout simplement. On délivre des primes de cooptation qui peuvent être parfois très importantes sur des postes, on va dire, rares, pointus. Je pense notamment dans l'informatique, hein, quand on cherche des data scientists ou autres. Eh bien, moi, j'ai des entreprises hein, qui arrivent à donner jusqu'à 6 000, 7 000 euros de primes. Tellement. Dans le secteur bancaire et chez les assureurs, énormément. Secteur bancaire, assurance, tellement c'est devenu compliqué de recruter. Mais évidemment, je vous donne des montants très élevés. On peut démarrer des primes de cooptation à 100 euros hein, et qui peuvent aussi être avec différentes enveloppes. C'est-à-dire, vous m'avez amené un candidat, il est évidemment rentré dans le process de recrutement
traditionnelle. Hein. Il ne s'agit pas de favoriser les candidats qui arrivent par la cooptation ou par le réseau. Ils ont les mêmes entretiens que les autres. On réserve une équité au niveau de tous les candidats. Et si le candidat rentre dans l'entreprise, le salarié a une prime, une partie de la prime. Et si ce candidat est toujours là 6 mois après, on peut délivrer une autre partie de la prime, voire certains vont même donner une 3e prime si la personne est toujours là au bout d'1 an. Voilà. Et je peux vous dire que ça se développe de plus en plus. Et ça marche très bien. Pas sur tous les postes, parce qu'il y a des postes qui sont vraiment pénuriques. Mais pourquoi ça marche? Parce que tout simplement, imaginez-vous, quand on est salarié d'une entreprise, on n'a pas envie d'emmener n'importe qui dans son entreprise. On tient quand même à son image de marque personnelle et on a envie d'emmener quelqu'un de confiance, quelqu'un avec qui on a envie de travailler. Et voilà pourquoi ça fonctionne plutôt pas mal. Camille, est-ce qu'on a… Au niveau du chat, j'ai Alexandra qui a levé la main. Est-ce que vous avez une question? Bonjour, c'était pour échanger par rapport au contact avec les candidats, davantage de candidats, mais j'ai dû quitter. Vous Attendez, m'entendez? parce qu'on ne vous entend pas. Ah, Je vous pardon. arrête 2 secondes. Ok. Camille va regarder au niveau technique si on peut monter le son. Ah, c'est pas là que ça se passe. Bonjour. Ah, ça y est, là, je crois qu'on vous entend. Allez-y. Super. Donc bonjour, je me présente Alexandra. Moi, je suis chargée du pôle ressources humaines donc pour l'agence Kangourou Kids et je voulais entrer donc en contact avec vous par rapport aux comment rencontrer davantage de candidats. Après, j'ai dû quitter justement la réunion et revenir. Donc, je ne sais pas si si vous avez pu échanger à ce sujet. Par rapport au job dating, on a beaucoup d'associations à Narbonne, comme les MJC ou même des grands domaines ou des grandes entreprises qui organisent des rencontres avec des nouveaux candidats. Et donc ça, je trouve ça vraiment, vraiment super. Et je ne sais pas si vous avez pu en faire aussi à la CCI. Alors, il y en a qui vont être organisés sur des secteurs bien définis, notamment l'hôtellerie, la restauration. On Un intervient partenariat. plutôt, voilà, en appui, nous, puisque la CCI, elle n'a pas pour mission première de rapprocher des candidats avec les entreprises, mais par Bien contre, sûr. les entreprises dans le fait d'identifier les partenaires, les relais pour recruter. Et effectivement, sur la restauration, puisque la CCI travaille avec l'UMI depuis un moment et de manière rapprochée sur les métiers de la restauration et du tourisme. C'est des choses qui sont voilà, des actions en cours en termes d'appui, en tout cas. Oui, alors vous avez tout à fait raison, les job dating, c'est devenu, on en fait beaucoup, on en fait à l'APEC, hein, on organise des demi-journées ou des journées de mise en relation, on aime bien plutôt ce terme, mise en relation entre des entreprises et des candidats. Nos collègues de Pôle emploi organisent très souvent des job dating. Et aujourd'hui, les entreprises organisent leur propre job dating et ça marche aussi, qui est de dire j'ouvre les portes, je fais une journée découverte des métiers avec un job dating à la clé. Et là, je trouve ça super intéressant. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir mettre en avant ses propres collaborateurs. Vous savez aussi ce qui a changé dans la vision des candidats, c'est qu'aujourd'hui, les candidats, ils font plus confiance au RH, ils font plus confiance dans la parole institutionnelle de l'entreprise. Par contre, ils ont confiance dans les témoignages de vos collaborateurs. Donc, vous avez tout intérêt à ouvrir vos portes, à faire parler vos collaborateurs de leur métier, qu'ils racontent avec leurs mots ce qu'ils font, leur plaisir de travailler avec vous, chez vous. Et voilà, et d'emmener un petit peu les candidats sur cette projection. En fait, ce qu'il faut bien voir, aujourd'hui, un candidat, il a besoin qu'on le projette dans le poste. J'imagine que peut-être dans quelques années, on aura des casques de réalité virtuelle pour pouvoir s'immerger dans une entreprise, dans son poste, dans son métier, pour en voir toutes les spécificités et voir un petit peu aussi la culture de l'entreprise, etc. Donc moi, je suis assez friande de cette méthode de dire on ouvre les portes et on voit ce qu'on va faire. Fin 2022, lors de la semaine de l'emploi de l'agroalimentaire, on a organisé
une sorte de road trip des entreprises. Et ces entreprises ont décidé donc d'ouvrir leurs portes aux candidats et chacune avait organisé soit un job dating, soit une visite des usines avec découverte des métiers, etc. Et ça, je trouve que c'est très, très, très porteur. Mais alors, je vais même vous dire d'autres exemples. On a des entreprises qui ont besoin de recruter des jeunes, donc cette fameuse génération Z des moins de 25 ans. Eh bien, ils n'hésitent pas à aller là où sont les jeunes. C'est compliqué de faire venir, de faire déplacer les jeunes. Il faut aller là où ils sont, et notamment sur des compétitions sportives. C'est-à-dire des entreprises qui n'hésitent pas à demander un stand à la sortie pour pouvoir… mais il faut être innovant, hein. Il ne faut pas hésiter à casser les codes pour aller à leur rencontre, se présenter et voilà, oui, d'innover une autre approche. La génération Z, elle s'en fout, elle n'a pas besoin de faire un entretien de recrutement avec une table, un ordi. On peut être avec un manche debout, on peut être autour d'un café. Ce n'est pas, ils sont beaucoup moins formels que des générations comme la mienne. Voilà, on ouvre le champ des possibles et on casse les codes. C'est ce qu'il faut voir. Qui avait été aussi évoqué bon, sur le secteur de la restauration, mais je pense que c'est valable pour l'ensemble des secteurs, sur la dimension aller en entreprise, c'était le travail de préparation des opérateurs de l'emploi avant d'aller justement en entreprise pour que ce soit déjà dans des petits groupes et que ça soit bénéfique parce que c'est travailler en amont plutôt que de faire, ou en tout cas en parallèle, des gros événements qui existent déjà. C'était vraiment de qualifier le projet en amont avec les acteurs du service public de l'emploi et d'aller en entreprise sur des personnes qui ont quand même déjà une petite connaissance et qui vont vérifier et donc de bénéficier aussi de ces entreprises qui ouvrent leurs portes pour aller vraiment sur de l'immersion, mais avec ce ciblage en amont, et que c'était dans ces cas-là qu'il y avait le plus de résultats et de mise en relation concrète complètement à l'issue. Plus on va réussir à qualifier les candidats en amont, notamment avec les acteurs de l'emploi, plus ça va être plus facile pour les entreprises, mais aussi plus constructif pour le candidat qui aura construit son projet professionnel. Et évidemment, vous parlez d'immersion professionnelle, donc je pense à la PMSMP, classiquement, qui est aujourd'hui un outil qu'on n'utilise pas assez. Aujourd'hui, bon, Pôle emploi est prescripteur de la PMSMP, l'APEC également pour les cadres, sachez-le. On peut faire de la PMSMP quand on est cadre et je trouve que c'est vraiment un outil à développer, à utiliser pour permettre à des candidats, notamment je pense côté cadre, à ceux qui se sont reconvertis, puisque je vous l'ai dit, il y a beaucoup de reconversions chez les cadres, leur permettre de faire une immersion de la PMSMP, c'est vraiment un plus. Et puis, voilà, c'est un outil, un service, un dispositif qui est light, qui est léger, qui n'exige pas une contractualisation extrêmement complexe. Ça n'engage en rien sur l'avenir. Ça peut être un outil pour recruter ou pas. On peut l'utiliser comme on le souhaite. Camille, est-ce qu'on a d'autres interventions? Non. Alors, bon, c'est intéressant voilà, de vous faire réagir par rapport à cette question avant de vous donner les différentes pistes. Oui, je vous en prie. Oui, juste, on peut penser aussi à ce qui se fait beaucoup dans certains secteurs, c'est le job dating inversé. Oui. C'est-à-dire de créer un pool de personnes, de cadres en recherche d'emploi et de faire venir les entreprises auprès des personnes. Voilà, job dating inversé, ça marche bien. Tout à fait, tout à fait. Mais voilà, je pense que il faut vraiment se dire que tout est encore à construire. Il faut inventer, innover en fonction de son secteur d'activité, des métiers sur lesquels on recrute. Plus vous allez vous intéresser aux candidats, oubliez-vous votre besoin et votre problème. Mettez-vous à la place des candidats, allez les chercher là où ils sont et répondez à leurs besoins, à leurs demandes. Aujourd'hui, vous faites du marketing RH et les candidats sont vos clients. Très clair. Alors, je vais quand même vous dévoiler un petit peu on va dire les 10 incontournables pour rentrer en contact avec des candidats. Donc, le premier, c'est d'augmenter le nombre de vos canaux de recrutement. On l'a dit tout au début. Aujourd'hui, les entreprises pour recruter mobilisent facilement 5 canaux différents. Ça veut dire que
Ceux et celles qui ne font que diffuser une offre, ce n'est pas possible. Vous savez, c'est un petit peu comme le commerçant qui reste dans son commerce, il a une jolie vitrine, mais il ne bouge pas pour aller chercher les clients, il attend que ça arrive. Ben, vous, c'est pareil pour recruter. Vous ne pouvez pas être simplement ce qu'on appelle un pêcheur, c'est-à-dire je diffuse mon offre et j'attends que le poisson morde à l'hameçon. Ce n'est pas possible. Ça veut dire au moins 3 canaux, si possible 5. On en a cité plusieurs. Donc, on a dit l'offre d'emploi, on a dit les candidatures spontanées, les réseaux de contact du recruteur, des chefs d'entreprise, des responsables de services, etc. Les réseaux sociaux. L'utilisation des réseaux sociaux a été multipliée par 4 dans ces 10 dernières années par les entreprises. Donc, elles ont bien compris qu'il fallait aussi investir le champ des réseaux sociaux. Et vous avez aussi, ne l'oubliez pas, tout ce qui est approche directe via les CVTech, via aussi, allons voir, montons des partenariats avec les écoles. Alors, c'est peut-être pas valable pour tous les métiers. Attention quand même sur les partenariats avec les écoles. Aujourd'hui, on a des écoles qui croulent sous les demandes de « vous ne pouvez pas me trouver tel profil, tel profil ». Les écoles, quand je parle de partenariat, c'est un échange gagnant-gagnant, c'est-à-dire que l'entreprise va faire quelque chose aussi pour l'école. Donc, avant de dire « j'ai des besoins », il faut donner pour recevoir. Donc, on va aller voir l'école et lui dire « voilà, on a envie de monter un partenariat avec vous. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Comment on peut répondre à vos besoins ?» En accueillant des stagiaires dans notre entreprise, en faisant des interventions au sein de votre école sur les métiers, sur certains outils, certains process. C'est un échange. Il faut bien le voir sous cet angle-là. Moi, j'ai encore des entreprises qui me disent « oui, mais j'envoie mes demandes aux écoles, je n'ai jamais de réponse ». Mais l'école n'est pas là pour trouver des candidats aux entreprises. Hein, ce n'est pas leur job. Hein. Donc, par contre, si ils voient que vous investissez dans l'insertion professionnelle, mais depuis le début des études, dès la première année d'enseignement supérieur ou dès la deuxième, bah, le regard, vous allez être identifié. Et ça, c'est intéressant, c'est important. Donc, le nombre de canaux de recrutement, je vous en ai cité pas mal, la cooptation aussi, donc je vous l'ai dit. Vous permettez? Oui, je vous en prie. Il y a un canal qui n'est jamais évoqué, et c'est quand même dommage, peut-être très peu connu, ce sont les pôles défense mobilité. C'est-à-dire, tous les ans, il y a 16 à 17 000 militaires qui partent en reconversion et qui sont gérés par l'APEC ou la NPE militaire, donc ça s'appelle les pôles défense mobilité. Il y en a un par département, avec des actions de formation, des budgets. Le MEDEF utilise beaucoup ce canal-là, entre l'état-major des armées et le MEDEF au niveau national, avec le pôle pôle défense, liaison défense du MEDEF. Aujourd'hui, une entreprise qui est adhérente au MEDEF, systématiquement, envoie au pôle défense mobilité ses besoins en matière de recrutement. Et ça, on n'en parle jamais. Quoi. Vous avez tout à fait raison. Parce qu'en effet, à l'APEC, on accompagne des cadres qui sont retraités, des militaires, hein, qui sont à la retraite, on les accompagne. Et en effet, il y a un site dédié, mais dont j'ai oublié le nom. Je vais essayer de vous le retrouver, je vous le mettrai dans mon mail pour que vous l'ayez, parce qu'il y a un site dédié justement à l'emploi des militaires qui sortent donc de leur fonction de militaire. Et c'est en effet un sourcing intéressant, tout à fait. C'est 100 métiers différents. Et 100 métiers différents, oui. J'en profite puisque vous parlez des militaires, moi je vais vous parler des sportifs. En fait, j'étais hier sur un webinaire avec l'organisation des JO. Et l'APEC est partenaire pour accompagner les sportifs professionnels et les sportifs de haut niveau dans, je dirais, l'accompagnement professionnel et aussi leur reconversion. Parce que vous le savez, la vie d'un sportif, c'est souvent c'est court. Hein. Il y a un moment, il y a des sports dans lesquels on a même une durée de vie assez courte. Donc, nous accompagnons aussi ces sportifs dans leur recherche d'un nouveau projet professionnel. Et je trouve que pour la peine, ce sont vraiment des profils intéressants. Je pense en termes de compétences comportementales, de soft skills, typiquement. Il y a plein de compétences transférables.
nous étions avec le directeur technique du triathlon et qui nous racontait comment ces athlètes ont une telle capacité d'anticipation pour pouvoir passer d'une activité à une autre sans transition. Donc, ce sont des personnes qui ont le cerveau qui est comme ça. Ils ont cette capacité d'anticipation qui est extraordinaire. Et pour une entreprise, c'est vraiment une compétence intéressante. Donc, on peut avoir ça, mais on a des personnes qui sont des managers, des capitaines, qui sont de véritables managers, des leaders. Donc, vraiment, intéressez-vous aussi à ce monde des sportifs. On va beaucoup en entendre parler puisqu'on a les JO l'année prochaine. Mais n'hésitez pas à vous rapprocher notamment de l'APEC pour voir s'il y a ce type de profil qui pourrait vous intéresser. Donc oui, des canaux, il y en a finalement plus qu'on imagine. Utilisez, vous l'avez en deuxième position, de nouveaux canaux digitaux en ligne. Alors, quand je dis nouveaux, ce n'est pas forcément des nouveaux, mais je pense évidemment aux réseaux sociaux. Alors, attention, on dit bien en lien avec vos cibles. Si vous ne recrutez pas de cadres, LinkedIn, c'est peut-être pas intéressant. Ils sont peut-être pas là. Je pense à vous, Kangourou Kids, si vous êtes sur des personnes qui vont travailler dans des familles pour garder des enfants ou autres, c'est peut-être pas sur LinkedIn que vous allez les trouver, ces profils. Quoique, peut-être que vous recrutez aussi des étudiants qui sont sur LinkedIn. Mais typiquement, moi, j'ai des entreprises qui sont dans le B2C, qui ont des pages entreprises sur Facebook, qui marchent très bien donc, pour leurs clients, et qui vont communiquer aussi sur leur marque employeur, sur leur stratégie RH, sur les postes sur lesquels elles recrutent. Et pourquoi ça marche? Tout simplement parce que Facebook, on le sait, il n'y a pas de jeunes. Hein. Ils sont tous partis parce qu'ils ont vu papa, maman arriver, les grands-parents, etc. Et on dit non, non, nous, on ne reste pas sur Facebook, on les laisse entre eux. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a papa, maman, papi, mamie qui disent « Hé, il y a du boulot pour toi, je viens de trouver une offre. » Et ça, c'est pas mal. Donc, moi, j'ai des entreprises qui recrutent par Facebook, notamment dans l'hôtellerie-restauration, parce que voilà, il y a les familles, également parce qu'il y a des groupes. Intéressez-vous sur les réseaux sociaux aux groupes par secteur d'activité, par métier. Donc, ça demande un petit peu de recherche. Je pense à ceux qui recrutent des saisonniers, par exemple. Il y a des groupes de saisonniers sur Facebook. Ils font l'hiver, ils sont à la montagne, l'été au bord de la mer. Enfin, voilà, ils partagent leur temps comme ça. Utilisez Instagram. Aujourd'hui, on a une population importante sur Instagram, beaucoup de femmes, plus de femmes que d'hommes. Et si on veut toucher les 25-40 ans, bah, c'est Instagram. Pour ça, il faut travailler évidemment, je dirais, sa charte graphique, avoir un joli visuel, privilégier la vidéo sur les outils digitaux, le témoignage. Si vous êtes sur une population de moins de 25 ans, bah, c'est TikTok. Désolée, mais aujourd'hui, c'est ce qui marche. Donc, aujourd'hui, sur TikTok, vous avez des influenceurs RH qui font un tabac. Et pour ne rien vous cacher, la PEC a ouvert un compte, hein, TikTok. Nous avons une community manager sur TikTok. Et ce qui est incroyable, c'est que la communauté, il y a une viralité qui est 1000 fois plus importante que sur les autres réseaux sociaux. Et ça va très, très, très vite. Donc, vraiment, il vous faut investir les canaux digitaux. Je ne vous ai pas parlé de Twitter, mais Twitter, eh ben, on peut recruter avec Twitter aussi. Parce qu'on a des groupes qui suivent, enfin des groupes, on a des individus qui suivent des hashtags, et notamment un hashtag qui s'appelle hashtag I, lettre I, le chiffre 4, emploi. Hashtag I4 emploi, vous mettez votre offre, vous taguez derrière hashtag I4 emploi, et vous allez être vu par toutes les personnes qui suivent cet hashtag, qui sont en recherche d'emploi, par des chefs d'entreprise, etc. Alors, c'est vrai que Twitter, on l'oublie parce que c'est un média qui est plutôt investi par les journalistes, les chefs d'entreprise. On est dans l'immédiateté, ça va très, très vite. Mais, et alors, ce qui est curieux, c'est qu'on peut trouver de tout. Il y a toutes sortes de populations.
On peut recruter des personnes dans le monde de la santé. On a des routiers qui suivent ces hashtags-là. On a des journalistes, enfin, on a de tout. Voilà. Donc, les canaux digitaux importants. Troisième axe, développer votre réseau. On l'a dit, hein, le réseau professionnel, perso, réseaux sociaux, il faut tout utiliser, il faut mobiliser tous ces réseaux lorsqu'on veut recruter. En cas de participer à des événements de recrutement, donc on l'a dit, hein, les job dating, mais également en ce moment en Occitanie, il y a les TAF. Donc, vous êtes tous présents. Mais il y a bien d'autres événements de recrutement qui peuvent être organisés en présentiel, mais également en distanciel. Beaucoup d'événements dans les métiers du numérique. On a quand même des belles structures, des clusters du numérique qui accompagnent les entreprises et qui montent beaucoup d'événements. Je pense à Digital 113, je pense à la Mêlée. Vous avez eu un gros événement à Paris sur les assises de la féminisation du numérique, des emplois du numérique, qui a été un événement très important à Paris et qui va avoir une seule réplique en France. Ça sera à Montpellier, fin mai, je crois que c'est le 24 et le 25 mai de tête. Donc, on va parler de l'emploi des femmes dans le numérique parce qu'on a vraiment un gros retard là-dessus. Mais voilà, essayez de faire de la veille sur tous les événements de recrutement qui peuvent se dérouler dans votre secteur. Approchez de vos OPCO aussi qui peuvent vous accompagner sur certaines parties. Je pense notamment à l'alternance. C'est aussi une façon de recruter, l'alternance, en accompagnant un jeune pendant ses études et pourquoi pas le garder par la suite. On l'a dit, renforcer vos relations avec les écoles, donc vraiment dans un deal de partenariat gagnant-gagnant. Lancez vos campagnes de recrutement au moment clé. Alors là, c'est la grande difficulté. On se retrouve très souvent avec des entreprises qui disent « il me faut quelqu'un, mais demain ». Ouais. Alors, on peut se trouver confronté à quelqu'un qui part brusquement d'une entreprise, il faut trouver à le remplacer rapidement. Essayez, si possible, d'anticiper. Plus vous allez anticiper les départs, plus vous allez travailler votre analyse du besoin, peaufiner dans les détails qui vous recherchez, où vous allez chercher cette personne, comment vous allez lui parler, etc. Donc, essayez d'être vraiment le plus possible dans l'anticipation. Je pense notamment les départs en retraite. Typiquement, ça se prépare. On peut anticiper sur ces recrutements-là. Lorsque vous avez des campagnes de recrutement d'alternance, faites-le au bon moment. C'est en ce moment qu'on recrute les alternants. Les grosses entreprises l'ont bien compris, elles se servent en premier. Donc, lancez vos campagnes de recrutement d'alternants maintenant. L'idéal, c'est de les recruter, ces jeunes, pour l'été. Comme ça, vous les avez pendant l'été pour démarrer cette collaboration. Puis, ils vont attaquer l'école en septembre. Voilà sur ce point 6. Sur le 7, on l'a dit, créez vos propres événements de recrutement, vos propres job dating, vos portes ouvertes, travailler avec la presse locale, on l'oublie, mais les médias aussi peuvent vous aider. On a une presse qui est friande de voir ce qui se passe sur les territoires, je pense Midi Libre, ou d'autres qui peuvent aussi relayer vos événements. Associez-vous à des événements locaux. Investissez-vous aussi dans votre écosystème. Une entreprise, ce n'est pas quelqu'un qui vit au milieu de nulle part. Donc, travaillez avec la CCI, avec d'autres acteurs institutionnels pour vous rendre visible sur leurs outils, pour donner de votre temps aussi, partager, etc. Faites de la veille sur le marché du recrutement. Oui, c'est important que vous connaissiez parfaitement votre marché de l'emploi. Quand on recrute dans l'IT, dans le monde de l'IT, si on ne sait pas comment se constitue le marché local et le marché régional de l'emploi sur l'IT, c'est compliqué. Alors, si vous n'avez pas ces informations, demandez ces informations aux acteurs de l'emploi sur votre territoire,
à nouveau, j'ai envie de dire, bon, je parle de l'IT, mais ça peut être sur d'autres métiers, mais vous avez le réseau des CCI, vous avez Pôle emploi, vous avez l'APEC. N'oubliez pas, quand vous cherchez des cadres, on a des fiches métiers extrêmement bien faites qui vous donnent également des rémunérations sur les postes sur lesquels vous recrutez avec le minimum, le maximum, la médiane, la moyenne en termes de rémunération. Et vous avez un outil sur le site de l'APEC, tout ça c'est gratuit, c'est en libre service, qui s'appelle DataCadre et qui vous permet d'aller chercher, vous allez avoir des chiffres nationaux, mais lorsque vous cliquez sur votre région, vous allez avoir les choses qui s'affinent, on va vous donner le potentiel candidat, la rémunération en Occitanie, et parfois vous pouvez avoir la bonne surprise, si vous cliquez sur Narbonne, d'avoir aussi, s'il y a eu assez d'offres qui ont été diffusées sur ce poste sur Narbonne, vous aurez quelque chose d'encore plus fin au niveau des résultats. Vous pouvez également nous appeler, on a des conseillères qui peuvent vous faire un éclairage du marché de l'emploi par rapport à la recherche que vous êtes en train d'effectuer. Donc voilà, la veille sur le marché du recrutement, augmentez votre référencement sur le web. Alors là, c'est, j'allais dire technique, mais c'est très simple. Vous avez un site internet. J'espère que vous avez tous une page RH, une page nous rejoindre, page carrière, sur laquelle on ne trouve pas simplement que des offres d'emploi, sur laquelle on retrouve vos valeurs, où on retrouve vos engagements, où on retrouve pourquoi vous rejoindre, votre promesse employeur, et évidemment vos offres d'emploi. Cette page RH, elle doit être référencée. Pourquoi? Les candidats aujourd'hui vont très vite, ils font comme vous. En moyenne, ils passent 40-45 secondes sur une recherche, une offre, etc. Ils vont avoir vu peut-être votre offre d'emploi sur l'APEC, sur Pôle emploi, sur Indeed, et ils veulent en savoir plus sur qui vous êtes. Ils vont vous googliser. Ils vont regarder ce qui se passe sur Google et généralement, votre site internet, il est quand même bien référencé, on le retrouve sur la première page des réponses de Google. Si votre page RH n'est pas référencée sous votre site, vous savez, vous avez les différentes pages, accueil, nos produits, nos services, etc. Si le nous rejoindre n'est pas référencé, il y a de fortes chances que le candidat y passe, il zappe. Il n'a pas envie d'aller s'embêter, d'aller cliquer sur le site et de devoir aller chercher votre page RH. Donc, vérifiez à ce que cette page soit référencée. C'est du référencement naturel qu'on appelle le SEO. Ça se référence avec son agence de communication, son webmaster, la personne qui est en charge du site et qui va vous positionner des balises, des bons mots-clés, etc. pour que le moteur de recherche, alors je vous parle de Google, excusez-moi, mais il y a d'autres moteurs de recherche, mais bon, je crois que presque 90% des personnes utilisent Google, mais évidemment, il y en a d'autres. Mais en tout cas, si vous voulez que les algorithmes vous identifient, vous repèrent, il faut être correctement référencé. D'accord ? 10e point, créer du contenu à publier et à envoyer à vos futurs collaborateurs. Ça veut dire quoi? Ce contenu, on va surtout le publier sur les réseaux sociaux. On peut avoir... sur LinkedIn, on a beaucoup de candidats très passifs, des personnes qui sont en poste, qui écoutent le marché, regardent ce qui se passe. Mais si vous voulez les intéresser, les capter, il faut les nourrir. On est vraiment si certains d'entre vous font du marketing, on est typiquement dans ce qu'on appelle le tunnel d'acquisition entre le candidat dormant, c'est-à-dire qu'il n'est même pas candidat, quelqu'un comme ça sur la toile. Et comment on va le faire rentrer dans ce tunnel d'acquisition petit à petit pour qu'un jour, il postule et il soit un candidat donc potentiel pour votre entreprise. Et pour l'amener dans ce tunnel d'acquisition, il va falloir lui donner du contenu qui va l'intéresser. Ça peut être du contenu métier, du contenu secteur, contenu technique. Ça peut être du contenu RH, sur votre politique RH, sur pourquoi il fait bon vivre dans votre entreprise. Donc, c'est de la marque employeur. Ça peut être du contenu qui va être alimenté par des collaborateurs. Ça peut être du contenu extrêmement... on peut être sur des vidéos.
moi, je vous le recommande. Aujourd'hui, on est vraiment dans un monde de l'image. Donc, on peut avoir des vidéos hébergées par YouTube qu'on va réutiliser sur le site Internet, sur les réseaux sociaux, etc. Mais en tout cas, créer du contenu, ça peut être aussi créer une newsletter, pourquoi pas, avec toute la communauté, des candidatures spontanées, etc., pour maintenir le lien. Des grosses difficultés quand on travaille sa marque employeur, c'est comment on fait pour tenir sur du long terme. La marque employeur, ça se travaille tout le temps. Il n'y a pas un moment où on se dit, ça y est, j'ai fini. Donc, il faut se renouveler sans arrêt, sans arrêt. Donc, pour ça, on ne peut pas le faire seul. Il faut monter un petit comité marque employeur ou un comité réseaux sociaux où on va travailler les contenus. On va se dire, tiens, comme un comité éditorial, hein, de quel sujet on va traiter. On aura travaillé en amont quels sont les atouts, quels sont nos atouts qu'on va pouvoir, sur lesquels on va communiquer pour attirer des candidats. Et on va établir un calendrier éditorial en se disant, voilà, sur le premier trimestre, on va parler de tel sujet, ensuite tel ou tel autre sujet. Est-ce que vous avez d'autres suggestions sur… Il y a un levier dont on n'a pas parlé, c'est les réseaux de recruteurs indépendants, type Mercato de l'emploi, dont je fais partie. Très bien. Allez-y, allez-y. Qui permettent typiquement pour toutes les petites et moyennes entreprises, en l'occurrence du bassin local, qui n'ont pas spécialement de service RH, mais c'est quand même un métier et des compétences techniques qui sont très spécifiques, qui permettent en fait de faire appel à des professionnels du recrutement. Donc voilà, le Mercato de l'emploi, c'est un réseau qui se déploie sur tout le territoire. Alors, on vous trouve où? C'est le moment jamais. On fait votre pub. Typiquement, à Narbonne, vous pouvez contacter Charlène Chirouz, par exemple, qui a son bureau à l'INES. Je ne sais pas si vous voyez où c'est, à la pépinière d'entreprise du côté de Saint-Jean-Saint-Pierre. Et effectivement, son métier, c'est d'accompagner toutes les entreprises, les grosses, les petites, les moyennes, justement à aller identifier quel est le candidat idéal. Donc, il y a effectivement toutes les agences d'intérim, il y a les bureaux de recrutement, les cabinets de recrutement, etc., mais il n'y en a pas beaucoup. Et le Mercato est là justement pour pallier à ce déficit en fait, de professionnels du recrutement. Très bien. Merci beaucoup. Après, vous repérerez quand même que dans ces incontournables, on a parmi tous les grands acteurs de l'emploi. Hein. Il y a Pôle emploi, il y a la PEC, il y a la PECITA, il y a tous les experts, bien évidemment, les agences d'intérim, les cabinets de recrutement, les chasseurs de tête, etc. On travaille en bonne intelligence. Voilà. Alors, on ne l'a pas mis ici parce que l'idée, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en place soi-même comme outil, comme approche. Mais bien évidemment, il y a tout cet écosystème autour des chefs d'entreprise. Camille, on a des… Non, pas de questions. D'accord. Tout le monde est là, à distance, ça va? Alors, deuxième question, c'est comment on fait pour rendre son entreprise plus attractive? Quels sont les incontournables pour rendre votre entreprise plus attractive? Alors, même chose que tout à l'heure, qui a envie de prendre la parole soit via le chat, soit ici en présentiel, pour dire ce que vous avez mis ou ce que vous pouvez mettre en place pour rendre votre entreprise plus attractive. Pas facile, hein? Rien. La question sèche tout le monde. Je vous dévoile les réponses, c'est ça, hein? Bon, allez, je vais vous les donner, puis on va les commenter. Alors, pour rendre son entreprise plus attractive, déjà, j'ai envie de dire la première chose, on a dit, hein, c'est l'offre d'emploi. L'exercice de rédaction de l'offre d'emploi, c'est un véritable challenge pour le réussir. Très souvent, il n'y a jamais eu autant d'offres d'emploi, hein, puisque ça recrute à tout va. Et donc, le candidat, il va lire les 2-3 premières lignes. Et il va continuer que si ça l'intéresse. Ça veut dire aujourd'hui, quand vous rédigez vos offres d'emploi,
c'est un exercice de marketing. Typiquement, il va falloir travailler son accroche. Comment j'accroche le candidat pour l'amener à lire toute mon offre. Le deuxième élément, c'est qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on met dans son offre d'emploi. Et surtout, ne pas faire un copier-coller d'une fiche de poste. Parce que là, il n'y a rien de plus terrible. Le candidat, a priori, il sait ce qu'on attend en termes de technicité de métier. Par contre, ce qu'il ne sait pas, c'est comment le métier est exercé chez vous. Et ça devient intéressant. Ça veut dire que l'exercice de la rédaction d'offres, c'est OK, vous allez faire telle et telle mission, mais voilà la spécificité dans quel contexte. Il faut que vous contextualisez systématiquement le poste. Encore une fois, pour que le candidat puisse se projeter. On oublie très souvent, quand on rédige une offre aussi, de dire quels sont les résultats attendus, les objectifs à atteindre. Typiquement, sur des postes de commerciaux qu'on a beaucoup de mal à trouver aujourd'hui, il faut absolument leur mettre dans les offres quels résultats ils auront à atteindre, quels objectifs ils doivent atteindre. Mais on peut le faire même pas par palier, on peut le dire dans les premiers mois d'intégration, vous serez attendu sur tels objectifs. Par contre, au bout d'un an, on sera sur tels objectifs. Donnez à voir le candidat, il veut de l'authenticité et de la transparence. S'il lit 3-4 offres qui sont composées de la même façon, c'est roboratif et il n'a pas envie. Utilisez le style que vous voulez au niveau rédactionnel. C'est votre ADN qui doit transparaître, votre culture d'entreprise. C'est ça qui est important. Vous voyez le candidat. Alors, certaines entreprises tutoient, mais ce sont des cas précis où vraiment tout le monde se tutoie dans l'entreprise, etc. Et ce n'est pas parce qu'on recrute des jeunes qu'on doit les tutoyer. Je tiens quand même à le dire, ce n'est pas forcément apprécié de l'autre côté. Donc, on s'adresse au candidat, on essaye de se rapprocher le plus possible de lui et on va équilibrer l'offre. C'est du 50-50. Qu'est-ce que moi, entreprise, je veux? Quels sont mes critères incontournables? C'est ce qu'on doit retrouver dans votre offre. Vos critères incontournables, que ce soit des critères de savoir, de savoir-faire ou de savoir-être. Et on n'en met pas une liste à l'après-vert, parce que ce que me disent les cadres, très souvent, c'est « mais Nathalie, on ne veut même pas postuler ». Vous avez vu la liste de tout ce qui est demandé? Ce n'est pas possible, on ne peut pas remplir tous ces critères. Donc, sachez que le mouton à 5 pattes, il n'existe pas dans la nature. C'est vous qui le fabriquez dans vos entreprises. Donc, équilibrez vos offres, ce que vous voulez des candidats et ce que vous allez leur apporter. À nouveau, la rémunération, la qualité de vie au travail, le type de management, le mode d'organisation chez vous, l'intérêt des missions, pourquoi vous rejoindre, c'est la fameuse promesse employeur. Pourquoi vous plutôt qu'un autre? Posez-vous la question. Quel process ils vont devoir utiliser, quels outils? Soyez extrêmement précis. Ce que les candidats apprécient également dans les offres, c'est qu'on leur parle de l'intégration, la période d'intégration. Qu'est-ce que vous avez prévu pour cette période d'intégration? Est-ce que la personne va suivre une formation? Est-ce qu'elle va être tutorée, mentorée, accompagnée? Par qui? Etc. Dans vos offres, intégrez également comment se passe le process de recrutement. Typiquement, on a des structures dans le médico-social, par exemple, qui se retrouvent à un moment du process de recrutement à devoir présenter le candidat au comité de direction. Et brusquement, vous avez un candidat qui se retrouve devant 10 personnes. Si vous n'avertissez pas le candidat à l'avance, vous imaginez le choc quand même. Se retrouver devant un jury. Donc, il faut absolument anticiper. Sur les offres d'emploi que vous complétez sur apec.fr, vous avez une rubrique process de recrutement indiquée très clairement. Vous aurez, je ne sais pas, 2-3 entretiens avec la responsable ressources humaines, votre N+1. Voilà, donner des informations de ce type, c'est important. Vous pouvez également, si vous avez la chance d'avoir un process de recrutement extrêmement bien rodé avec un process court, l'indiquer dans l'offre d'emploi. Chez nous, vous aurez une réponse très, très rapide et on a des process très courts.
Donner des conseils aux candidats, le petit tips. Si en plus vous aimez telle activité, etc., bah, c'est un plus pour nous. Je ne sais pas, quelque chose qu'on ne met pas sur son site internet, par exemple. Lorsqu'on est sur des postes où on demande, où on a besoin que la personne rédige bien, ne fasse pas de faute d'orthographe, etc., indiquez-le. N'essayez pas d'enjoliver vos offres, de vendre du rêve. Il faut montrer la réalité. Ça veut dire que lorsqu'il y a des difficultés liées à ce poste, il faut le dire. Le plus difficile dans ce poste, ça sera de, je ne sais pas, 2 jours d'astreinte par mois, par exemple. Mais communiquez dessus. Donnez à voir ce qui se passe. Sur vos offres d'emploi, agent de maîtrise, technicien ou cadre, vous pouvez faire appel à l'APEC. On vous aide, on vous accompagne, c'est gratuit, pour rédiger vos offres d'emploi. Et en plus, on vous les diffuse même sur notre plateforme. Et vous pouvez réutiliser cette offre sur d'autres job boards. Si vous recrutez exclusivement sur un poste de cadre, on va encore plus loin. C'est-à-dire qu'on va faire du sourcing dans notre CV Tech et vous faire de la préqualification de candidats. Et enfin, on peut vous proposer aussi des ateliers, des web ateliers sur comment rédiger une offre d'emploi attractive, que j'ai le plaisir d'animer. Voilà, j'ai fait ma petite page de publicité aussi. Mais voilà, sachez que vous avez des outils, vous avez la possibilité d'être accompagné, d'être aidé pour rédiger votre offre d'emploi. Deuxièmement, proposer du contenu multimédia. Bon, bah ça, on l'a dit, il faut pouvoir attirer les candidats et pour ça, il faut parler de soi, il faut être visible. Donc, ça veut dire qu'on va travailler 2 choses. Sa notoriété, son e-notoriété et sa e-réputation. Les 2 sont différents, mais ça se complète. Il faut donner la parole à vos collaborateurs, salariés, stagiaires, alternants. Je vous l'ai dit, aujourd'hui, c'est eux qui vont être écoutés, pas vous. Donc, faites de la vidéo, faites-les parler de leur métier. Il faut que ça reste spontané, bien sûr. Il faut aller vers des collaborateurs qui ont envie de partager avec d'autres ce qu'ils vivent dans l'entreprise. Vous pouvez, typiquement pour parler de l'évolution professionnelle, moi j'ai des entreprises qui ont eu des personnes en alternance et qui ont monté les échelons et qui aujourd'hui ont des postes d'encadrement. Eh bien, elles font parler ces personnes pour montrer qu'il y a de l'évolution professionnelle. Mettez en avant la vie de l'entreprise sur votre site et sur les réseaux sociaux. Ce qui marche le mieux, c'est la vie des collaborateurs. Je peux vous le dire, moi je suis référente réseaux sociaux pour l'APEC Occitanie sur LinkedIn et Twitter. Quand je mets quelque chose sur « on vient d'accueillir une nouvelle personne qui est une nouvelle alternante ou un nouveau consultant, etc. » On met la photo, on fait un petit portrait. On fait un tabac avec ce genre de publication. Donc, parfois, il ne faut pas aller chercher des contenus extrêmement élaborés, mais les personnes ont besoin de voir comment ça se passe chez vous. Donc, allez-y. Vous montez un événement, vous faites du team building, prenez quelques photos, faites un petit bout de vidéo, mettez-le sur les réseaux, racontez dans quel contexte, pourquoi vous avez fait ça. On a des entreprises qui font aussi, ont des actions transverses de bénévolat, des actions associatives, etc. Montrez cette partie-là. Ça intéresse les candidats. Mettez en avant votre environnement technique, vos outils. Ça aussi, c'est important de se dire, tiens, dans cette entreprise, on va travailler plutôt sur tel type de process, avec tel type d'outils. Il y a des entreprises qui vont avoir construit des choses vraiment maison, j'ai envie de dire, qui ne vont pas utiliser des choses qu'on trouve couramment sur le marché, des expertises particulières. Vous avez des candidats friands d'innovation, des candidats qui vont vouloir aller plutôt sur des marchés de niche, donc montrez-le, ou au contraire, qui vont se dire, tiens, mais là, c'est un produit extrêmement grand public qui m'intéresse, etc. Parlez de tout ce qui constitue votre entreprise, votre savoir-faire, vos réussites. Célébrez vos réussites aussi, mettez-les en avant. 6e point, revisitez votre processus de recrutement pour bonifier votre expérience candidat. Vous avez pour certains des process de recrutement qui ne sont pas toujours très, très fluides ou qui prennent du temps parce qu'il n'y a pas forcément une bonne anticipation au niveau des plannings d'entretien avec les responsables de service,
ou simplement parce que vous avez un process de recrutement qui intègre donc les personnes qui ont candidaté via des offres d'emploi, d'autres via les réseaux sociaux. Donc, il faut vous construire votre boîte à outils du parfait recruteur. Pour ça, il y a plein d'outils à mettre en place. Et n'oubliez pas une chose, c'est que l'expérience candidat, ça se juge à tous les points de contact que le candidat va avoir avec votre entreprise. Donc, tous les points de contact sur Internet, via votre site Internet, les réseaux sociaux, les sites de notation. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, il y a des sites de notation des entreprises par les collaborateurs. Donc, vous devez vérifier que à tous ces points de contact, les candidats vont avoir une réponse satisfaisante. Mettez en œuvre une véritable politique de QVT concertée. C'est important. Pourquoi? Parce que les entreprises où il n'y a pas une bonne qualité de vie au travail, tout simplement, ça se sait. Aujourd'hui, on a des cadres qui nous disent clairement, on a notre liste noire d'entreprises vers lesquelles on n'ira pas. On n'ira pas travailler chez un tel ou un tel. Donc voilà, mettez en place cette politique de QVT, travaillez là, mettez en place un baromètre social, un baromètre RH, c'est important de le faire, je dirais, annuellement pour pouvoir, là, il y a aussi derrière tout ça la fidélisation, c'est un enjeu, parce que c'est bien gentil de recruter, mais faut-il après garder ses talents, et c'est aussi un autre problème. Valorisez votre package salarial, je vous en ai déjà parlé, ce n'est pas simplement la rémunération, c'est tout ce qu'on va pouvoir mettre à l'intérieur. La cruauté du système fait que quand on est depuis quelques années dans une entreprise, on ne voit plus tout ce que l'entreprise nous donne. Donc, n'hésitez pas, on peut faire des bilans individuels, annuels, qui permettent de mettre noir sur blanc tout ce que l'entreprise a donné aux collaborateurs en termes de rémunération, en termes de formation. Bien souvent, les collaborateurs oublient que la formation, ça a un coût. Tout ce que vous avez pu mettre en place, les primes et autres. En 9, personnalisez votre relation avec les candidats. Oui, les candidats demandent aujourd'hui à ce qu'on les traite vraiment comme des individus à part entière, ce ne sont pas des numéros. Et lorsqu'on leur parle sur les réseaux sociaux, on s'intéresse d'abord à eux. Vous oubliez votre offre, votre entreprise, vous allez lire leur profil. Typiquement, ils ont un profil LinkedIn, on va aller voir ce qu'ils racontent sur eux et on va leur parler d'eux, de leur évolution professionnelle, avant de parler de soi, de son offre, son entreprise, etc. Et puis, écoutez vos candidats pour savoir ce qui les attire. Moi, je dirais la première chose, allez voir les dernières personnes que vous avez recrutées et allez leur demander pourquoi ils vous ont rejoint, tout simplement. Qu'est-ce qui les a attirés dans votre entreprise? Et par quels moyens ils vous ont connus? Est-ce que c'est via votre offre? Est-ce que c'est via les réseaux sociaux? Est-ce que c'est par oui-dire, etc., etc. Mettez-vous en place des outils de mesure sur tout ce que vous faites. La communication RH, c'est la chose la plus chronophage. Vous n'êtes pas tous en effet structurés pour avoir des gros services RH, etc. N'oubliez pas encore une fois l'alternance, je vous le dis parce que les alternants RH sont très bien formés, notamment sur des sujets de marque employeur. Ils sont jeunes, donc ils maîtrisent plutôt pas mal les réseaux sociaux, donc ça peut être un atout pour vous. Et mettez en place des outils. On en parlera pour ceux et celles qui assisteront aux ateliers que nous allons déployer avec la CCI sur l'entretien de recrutement et notamment sur l'intégration. On verra qu'on mettra des outils, des métriques pour pouvoir mesurer entre l'effort qui est mis en place, entre vos actions que vous mettez en place et les résultats obtenus. Il faut pouvoir avoir les résultats et si ça ne marche pas, évidemment, changer de stratégie, etc. Voilà sur ces incontournables. Est-ce qu'on a des questions, des messages, Camille? Pas de questions, pas de messages. J'ai une jeune dame, Julie, qui est obligée de nous quitter, qui remercie pour les informations. D'accord. Merci les techniques. Très bien. Merci beaucoup, Julie, et à très vite.
Ici, dans la salle, non, pas de remarques, de questions. Alors, troisième point, je vois l'heure qui tourne. Je vous parle d'avoir un nouveau regard sur les candidats. Pourquoi? Vous êtes en difficulté de recrutement, donc à un moment, on peut se fâcher, hein, se dire les candidats ne veulent pas travailler, ils sont ceci, ils sont cela, etc. Ça ne va pas faire changer les choses, de toute façon. Le marché, il est ce qu'il est et il va falloir faire avec. Donc, il va falloir vous adapter à ce qui se passe aujourd'hui sur le marché de l'emploi. Et pour ça, moi, je vous invite, l'APEC vous invite à avoir un nouveau regard sur les candidats. Premièrement, lorsque vous définissez votre besoin, c'est-à-dire que vous avez un responsable de service qui dit hey, « moi, j'ai besoin d'un nouveau technicien de maintenance, j'ai besoin d'un comptable, j'ai besoin d'un chargé de projet, etc. » OK, on va travailler ensemble le besoin de recrutement. C'est-à-dire que bien souvent, dans vos entreprises, vous avez le service RH qui va déclencher un formulaire à remplir sur qu'est-ce que le profil type, qu'est-ce que veut le manager en termes de formation, etc. Seulement, souvent, le manager, il a autre chose à faire. Et puis, il va aller au plus vite, au plus simple. D'accord? Moi, ce que je vous demande aujourd'hui, c'est de devenir, j'allais dire, des profilers. Il va falloir dessiner ce qu'on appelle, nous, en langage RH, des candidats de persona, des portraits robots du profil que vous souhaitez faire rentrer dans votre entreprise. Et ce portrait robot, vous allez le travailler avec votre connaissance du marché de l'emploi, local, régional ou national, en vous disant, bon, je sais par exemple que sur tel profil, ça va être très compliqué. Si j'écoute le manager avec tout ce qu'il me demande comme critères, on ne va pas y arriver. Ce n'est pas la peine de lui faire croire qu'on va trouver son candidat. Donc, on va travailler avec lui en lui disant, écoute, on va chercher ensemble les critères incontournables, ceux sur lesquels on ne peut pas déroger, parce qu'il nous faut ces compétences. On va travailler, allez, sur quelques compétences techniques et quelques compétences comportementales, puisque vous le savez tous, hein, aujourd'hui, on a besoin d'avoir des personnes qui ont ces soft skills pour pouvoir s'intégrer dans les entreprises. On va travailler sur ces quelques critères et on va se dire, comment on fait si on n'a pas tous les critères que nous souhaitons? Comment on ouvre nos chakras? C'est-à-dire que certains critères, on va les mettre en secondaire. Parce qu'on va se dire, peut-être que sur ces critères secondaires, la personne pourra acquérir cette compétence via de la formation interne, externe, du mentorat, du tutorat, voire des dispositifs comme l'AFEST, les actions de formation situation de travail, peuvent être excellentes aussi. Donc, on réfléchit à un profil élargi. Qu'est-ce que c'est qu'un profil élargi? C'est aussi penser aux personnes en situation de handicap. D'accord? Il y a des postes qu'on peut, où on ne peut pas, mais il y a des postes qui peuvent être ouverts aux personnes en situation de handicap. Ça veut dire penser à GFIP, qui a aussi, puisqu'on parlait des job boards, qui a aussi un job board avec des offres d'emploi. Penser, profil élargi, je pense évidemment aux seniors. La plupart des entreprises rêvent de candidats qui ont au moins 5 ans d'expérience, qui ont entre 5 et 10 ans d'expérience. C'est l'idéal pour toutes les entreprises. Mais aujourd'hui, on a une population qui a du mal à retrouver un emploi, c'est bien la population des seniors. Et justement, parce qu'ils le savent que c'est compliqué, ils sont prêts à faire beaucoup pour les entreprises. Parce qu'ils sont de cette génération où le travail est important, où on va s'engager, on va y aller, on va mouiller sa chemise. Et il faut abandonner ces idées d'un senior n'y connaît rien au niveau digital. Ce n'est pas vrai. Il y a plein de personnes qui se sont formées tout au long de leur carrière, qui se débrouillent très très bien avec les outils digitaux. Ce sont des personnes qui vont vous amener aussi une capacité à travailler en équipe, à transmettre leurs compétences, à transmettre leur savoir. Ça peut permettre pour vous de travailler l'intergénérationnel. Donc vraiment, allez-y sur cette idée d'ouvrir toutes les portes possibles avec cette idée de profil élargi. Deuxième point, accueillir des stagiaires, des alternants, on l'a dit, des PMSMP. Il y a maintenant des tas d'outils qui sont proposés aussi par Pôle emploi, plein de dispositifs pour pouvoir accueillir ces profils. Donc des stagiaires, des alternants.
Troisième point, structurer et organiser un parcours d'intégration à la hauteur de votre recrutement. Aujourd'hui en France, on a quand même près de 70% des entreprises qui n'ont pas formalisé leur process d'intégration. Ça veut dire qu'elles vont nous dire, oui, j'ai un livret d'accueil. Oui, les RH, on intègre, on essaye. Non, moi, je vous parle d'un vrai process. C'est-à-dire un process avec des outils de suivi, d'accompagnement du candidat, qui permettent de dire à la fin d'une période d'essai, on continue ensemble ou pas? Et ça, c'est important. Si vous n'avez pas de process d'intégration, bah, vous avez malheureusement des candidats qui vont partir, qui ne resteront pas. Donc, voilà, travaillez votre process d'intégration. Ayez une approche donc diversifiée des profils dans l'organisation des équipes. J'ai une entreprise dans le Biterrois qui me disait on a monté un bureau, il n'y a que des jeunes. Il dit c'est une horreur. Il faut absolument qu'on revoie notre façon de faire et qu'on y mette quelqu'un d'un peu mature pour l'organisation. C'est du n'importe quoi au niveau des horaires, etc., etc. Donc, oui, il faut essayer d'avoir une approche diversifiée. Je vous l'ai dit, le transgénérationnel, c'est vraiment important. Vraiment, vraiment, vraiment. Valoriser, structurer le rôle de tuteur, tutrice, parrain-marraine au sein de votre entreprise, ça se fait de plus en plus. Moi, j'intègre, j'ai un rôle de manager également, j'intègre des nouvelles recrues. La première chose qu'elle me demande, j'ai un parrain, j'ai une marraine? Ben oui, il faut. C'est important. Quelqu'un en qui on va avoir confiance parce que parfois, c'est délicat de dire à son N+1, il y a un truc que je n'ai pas compris quand on est en période d'intégration, ou la communication ne passe pas. Ça arrive. Il me demande des trucs, je ne comprends pas ce qu'il me dit. Je ne comprends pas ce qu'il me demande. Donc, avoir un parrain ou une marraine qui va être neutre et qui va aussi acculturer la personne par rapport aux us et coutumes de l'entreprise. Vous savez, quand on arrive, on se dit, bon, à quelle heure on déjeune? Mon premier jour, on s'habille comment? Les hommes se demandent, il faut porter la cravate, c'est une tenue cool, chic, etc. Donc, un parrain marraine va répondre à toutes ces questions d'ordre culturel dans l'entreprise, mais aussi sur des problématiques de métier. Donc, c'est important. Des tuteurs, on en a besoin de toute façon aussi quand on intègre des alternants. Il faut de toute façon un tuteur pour les alternants. Lorsqu'on veut monter des actions de formation en situation de travail, les fameuses AFEST, il faut un tuteur, un maître d'apprentissage. C'est important. Je vous l'ai dit tout au début, l'entreprise devient un lieu où on apprend. Ça va tellement vite. Nos métiers sont en train, tous les métiers, sont en train, j'allais dire, d'exploser. Il y a l'arrivée de l'intelligence artificielle, il y a d'autres façons de travailler, de collaborer. Le digital nous pousse de plus en plus loin. Si on n'a pas dans l'entreprise un espace pour apprendre et des tuteurs, des personnes ressources dans les équipes qui vont accompagner sur l'apprentissage, vous irez droit dans le mur. Je vous le dis très sincèrement. Il faut du temps pour apprendre. On nous dit, l'OCDE nous dit qu'en 2060, les salariés passeront 10% de leur temps de travail à apprendre. Imaginez, 10%, c'est énorme. Point 6, référencer les domaines de compétences sur lesquels vous pouvez former un futur collaborateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je pense, tous les entretiens que vous avez au sein de vos entreprises, les entretiens annuels, les entretiens professionnels, les entretiens de mi-parcours, etc. Tous les entretiens doivent être un moment privilégié entre le manager et son collaborateur pour être dans une forme d'évaluation des compétences et d'anticiper les besoins. Bon, on est vraiment dans la GPEC, hein, là, typiquement, mais c'est très important. Comme les emplois, les métiers sont en train d'évoluer et de changer, il faut qu'il y ait cette anticipation pour voir quels vont être les besoins en compétences, quelles sont les compétences qui vont être transférables, quelles sont celles sur lesquelles il va falloir former les collaborateurs, aussi bien ceux qui sont en poste que ceux que l'on va intégrer. On a aujourd'hui des entreprises qui sont en train de voir pour monter leurs propres centres de formation.
parce que ça devient trop complexe, trop compliqué, et avec encore une fois, des outils, des process qui appartiennent aux entreprises, un savoir-faire qui est très particulier, donc des compétences qu'on ne veut pas perdre. Septièmement, favoriser l'échange de pratiques et le partage des connaissances. Typiquement, on est dans une période où on n'a jamais autant parlé de collaboratif, participatif, on fait des REX, on fait plein de choses. Avant, on parlait surtout des startups qui faisaient du test and learn. Aujourd'hui, ça s'ouvre de plus en plus dans les entreprises. On a besoin de faire ce partage, d'autant plus pour ceux et celles qui ont mis en place du télétravail. On n'est pas tous en même temps dans l'entreprise. Enfin, généralement, on a sanctuarisé un jour, on se dit là, par exemple le lundi, tous les lundis, on est tous ensemble au boulot. Mais il faut trouver des moments en visio, en présentiel, pour favoriser cet échange, ce partage de connaissances. On a aujourd'hui des personnes qui, dans les équipes, font de la veille. Ça peut être de la veille technique, de la veille métier, de la veille sectorielle, de la veille RH, de la veille économique, juridique, et qui ont besoin de ça par rapport à leur métier pour pouvoir anticiper. 8e point, accorder du temps pour se former et faire des retours d'expérience. Ça, c'est, j'ai envie de dire, c'est pour nous, nous qui sommes là réunis ce matin. Il faut nous aussi nous former sans arrêt sur nos métiers. Faire du retour d'expérience. Moi, j'ai besoin dans mon métier de vous entendre, de vous écouter dans vos expériences sur les territoires. Sinon, ça reste de la théorie. Et je vois bien cette évolution entre l'avant et l'après-Covid. On a une réelle évolution dans les pratiques RH, dans les pratiques managériales. Ça a beaucoup évolué. Donc, la formation, important, créer un esprit formatif entre les collaborateurs. Alors, je sais que ce n'est pas toujours évident selon les secteurs, les métiers, etc. Mais quand on fait des enquêtes sur les formations que les entreprises payent pour les collaborateurs, on demande, il y a toujours une enquête suite à une formation, ce que vous avez appris, puis 6 mois après, ce que vous avez mis en place, etc. Mais nous, dans nos études, dans nos enquêtes, on se rend compte que la plupart des collaborateurs disent que là où ils apprennent le plus, c'est de leurs pairs, de leurs collègues, voire du N+1. Et pas tant que ça, des formations délivrées par l'externe. Donc, quand même, ça laisse songeur et c'est pour ça que vous avez tout intérêt à mettre en place des groupes d'échange, de partage, d'expression autour des métiers et les laisser travailler ensemble. Il n'y a pas forcément besoin d'un manager pour ça. On partage ensemble, on se fait du retour d'expérience. Tiens, toi, tu as expérimenté tel outil pour tel client, etc. N'oubliez pas aussi de favoriser l'intermétier. C'est important de savoir comment on peut travailler ensemble, améliorer les choses. Et enfin, je vous l'ai dit en 10e point, créer un centre de formation interne. Ça peut être une solution pour certaines entreprises. Voilà, sur ces incontournables, est-ce qu'il y a des questions, des remarques Non. Ok. Donc, oui. J'avais juste une petite remarque, c'est sur les incontournables. C'est peut-être aujourd'hui, je me posais la question sur le CV est tellement daté de peut-être privilégier, essayer de faire tant que faire se peut, de privilégier la rencontre. Que qu'elle soit en visio ou qu'elle soit en présentiel, mais privilégier la rencontre sur ce si vieux CV. Je suis tout à fait d'accord avec vous, le CV. Alors, je ne vous parle même pas de la lettre de motivation, qui, je pense, finira par disparaître, mais bon. Mais c'est vrai, le CV est souvent un exercice très contraint, en plus très contraignant pour les candidats. Et d'ailleurs, c'est dommage parce que comme c'est un exercice, quelqu'un qui cherche un emploi n'a qu'une obsession, c'est son CV. Alors que c'est le moins important.
On a besoin de le faire travailler sur son projet professionnel, sur ses compétences, sur comment il va argumenter ses réalisations. Le CV n'est qu'un outil. Mais malheureusement, encore aujourd'hui en France, on a besoin de ça. Et vous avez raison, il faut privilégier la rencontre. On va aller de plus en plus, je pense, vers aussi du CV vidéo, des personnes qui vont se présenter en vidéo et raconter qui elles sont et mettre en avant leurs compétences. Et c'est vrai que le job dating aujourd'hui favorise la rencontre sans CV. Ou alors on dépose son CV à la fin du job dating. Et ça, c'est pas mal aussi. Pour finir, j'ai envie de dire, il y a 5 grands leviers. Hein. Bon, vous allez avoir les 10 incontournables pour chaque thématique qu'on a vue, mais si pour moi, il y a vraiment 5 leviers importants. Le premier, c'est la marque employeur. Vraiment, aujourd'hui, qu'on soit une TPE, PME, entreprise de taille intermédiaire, grosse entreprise, tout le monde travaille sa marque employeur pour être attractif. Ça veut dire pour travailler sa marque employeur, ben, il faut déjà concevoir sa promesse employeur. Qu'est-ce que je promets de faire vivre à mes futurs collaborateurs? Ça veut dire que ce qu'on va vendre à l'externe, pourquoi nous rejoindre, doit être la réalité en interne. Ça va se poursuivre par pourquoi il faut rester avec nous quelque part. Donc la promesse employeur, il faut la mettre en place et ensuite, évidemment, cultiver sa marque employeur tout au long de la vie de l'entreprise. Donc, ces 2 parties, ces 2 leviers sont primordiaux. Ensuite, professionnaliser son recrutement. Donc, je vous l'ai dit, le plus important, vous savez, dans les échecs de recrutement, il y a 2 étapes qui expliquent bien souvent des échecs de recrutement. L'analyse du besoin, c'est-à-dire un besoin qui est mal ciblé, mal calibré, pas assez approfondi, aboutit très souvent à un échec de recrutement, ça veut dire qu'il faut recommencer tout à zéro. Et la dernière étape, l'intégration. Une intégration qui n'a pas été faite correctement et qui fait que le candidat ne reste pas. Donc, professionnalisez votre recrutement, facilitez l'intégration. Donc ça, on l'a dit, dans le cadre de mobilité, un petit peu de mobilité géographique, n'hésitez pas à proposer des aides au déménagement, un accompagnement pour les conjoints, ce qui est très compliqué, notamment ici dans l'Aude. Vous avez parfois de très jolis postes qui attirent les cadres, mais qui disent « qu'est-ce que va faire mon mari ou qu'est-ce que va faire ma femme? Comment on fait ?» Donc, il faut de l'accompagnement sur les conjoints. Et pour ça, appuyez-vous sur les acteurs du territoire, sur Pôle emploi, sur l'APEC, pour accompagner les conjoints dans leur recherche d'emploi. Proposer une aide aussi pour trouver les écoles pour les enfants. C'est quand même, c'est lourd, comme quand on a un projet de vie qui est de déménager, de quitter, je dis n'importe quoi, la région parisienne pour venir s'installer à Narbonne, et il y en a qui l'ont fait. C'est quand même un projet de vie qui embarque pas simplement le candidat, ça embarque toute la famille derrière. Donc, il faut être là, il faut accompagner derrière. Et enfin, le dernier point qui vient de l'attractivité du territoire. Et vous êtes typiquement sur cet axe-là. Il faut que vous arriviez à jouer sur l'attractivité du territoire. Il y a une entreprise dans l'Aude qui n'a pas hésité à mettre sur sa page d'accueil la vidéo du comité départemental du tourisme pour vanter tout ce qu'on peut faire quand on aime la nature, quand on est sportif, quand on est ceci, quand on est cela, voilà, et qu'il l'a mis carrément en évidence sur sa page d'accueil. Donc vraiment, témoigner des atouts du territoire. Il faut bien inscrire un projet de vie professionnelle dans un projet de vie plus large. Donc, allez-y là-dessus. Travaillez aussi avec toutes les structures, avec la communauté d'agglomération, avec tous les partenaires institutionnels pour qu'il y ait cette attractivité auprès des candidats, une attractivité touristique, économique, de vie, scolaire, etc. Ça fait partie aussi du job, j'ai envie de dire, parce qu'encore une fois, vous faites partie de cet écosystème, donc c'est important. Voilà, il est 11h03. Je m'en suis pas trop mal sortie. Je dépasse généralement beaucoup. Là, ça va. Donc, j'ai terminé pour cette présentation. Je voudrais vous dire quand même, mais je vais peut-être laisser la parole à Camille, qu'on va se retrouver pour ceux qui le souhaitent. Pardon, par contre, j'ai dû me mettre
masqué. On va peut-être parler du calendrier à venir, qui est là, que je l'affiche. Afficher, voilà. Hop. On va pouvoir se retrouver le 2 juin pour parler de la marque employeur, comment construire sa marque employeur. Je vous donnerai les fondamentaux, les outils et comment vous allez pouvoir démarrer ce travail sur votre marque employeur. Le 6 octobre, on parlera de l'entretien de recrutement, comment on peut questionner efficacement un candidat en entretien de recrutement sur tout, sur la partie métier, sur la partie motivation, la partie projection. Et le 1er décembre, on parlera de l'intégration des nouvelles recrues. Voilà, je vous laisse la parole. S'il y a des questions, des commentaires, allez-y. Vous allez envoyer des liens pour… Oui, tout à fait, on se chargera de la communication. Hein. Peut-être aussi rajouter que nous, on est conseillère effectivement entreprise à la CCI avec une spécificité RH qu'on peut appuyer aussi les entreprises, y compris celles qui sont en vie, qu'on n'a pas l'occasion du coup de rencontrer en direct, mais qu'on intervient en entreprise aussi sur de l'appui à la structuration des outils RH. Et puis après, l'idée, c'est aussi de faire le relais justement avec tous ces partenaires. On agit comme facilitateur en fait, donc en intervention d'entreprise, mais aussi pour ouvrir un peu les perspectives et faciliter ce contact avec tous les acteurs et partenaires locaux. Tout à fait. Merci beaucoup aux personnes présentes. Merci à ceux qui sont en visio aussi. Puis, on va vous faire parvenir un mail avec le PowerPoint que vous avez dans le Catala ce matin, un petit questionnaire, et puis on reviendra vers vous très vite par mail. Merci beaucoup. Merci à vous. En vidéo.